Appelez qui vous voulez. Il rit jusqu'à ce qu'il entende, qui se trouvait à l'autre bout du fil. Il avait écrit la lettre, passé les appels, patienté 4 heures dans la tribune du conseil municipal, tenté toutes les portes convenables avant d'essayer celle-ci. Parce que c'était le genre d'homme qu'il était. Alors, quand le milliardaire se renversa dans son fauteuil, rit de la veste déchirée et du sac usé, et dit « Appelez qui vous voulez », il le fit. Et ce qui sortit de ce téléphone coupa le souffle à toutes les personnes présentes dans la pièce. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure est-il et d'où nous regardez-vous. Allons-y grec. Pendant 9 jours, Joseph Franklin avait tout essayé. Lorsque Marcus Hall regarda le vieil homme à la veste déchirée debout dans l'embrasure de sa porte, il éprouva le plaisir particulier de celui qui croit connaître déjà la fin. Il ignorait tout des 9 jours. Il ignorait tout de la lettre que Joseph avait écrite au siège de Hall Capital 3 semaines plus tôt, tapée soigneusement à la bibliothèque publique de la May Street, 2 pages. Respectueuse et précise, exposant la situation de l'immeuble et sollicitant un rendez-vous. Restait chacun sans réponse. Il ignorait tout des 4 appels téléphoniques passés au bureau de développement. Aucun ne donna suite. Il ignorait tout de la séance du conseil municipal à laquelle Joseph avait assisté, restant 4 heures dans la tribune publique. Attendant le point à l'ordre du jour qui ne vint jamais. Parce qu'il avait été discrètement reporté à la demande d'une équipe juridique que Joseph n'avait pas les moyens d'affronter. Il ignorait tout du bureau d'aide juridique de Fifth Street, où un jeune avocat, bienveillant mais épuisé, avait dit à Joseph que sans une injonction qui prendrait des semaines, dont il ne disposait pas, il n'y avait aucun recours légal possible. Le permis de démolition était en règle. L'acquisition était en règle. Le calendrier était légal. Il restait 11 jours. 14 familles vivaient dans cet immeuble de la May Street. Pas officiellement, sur aucun bail qu'un tribunal reconnaîtrait, mais humainement. Une femme nommée Gloria, 58 ans, sobre depuis 3 ans, à 4 mois de la date d'éligibilité à son logement social section 8. Un jeune père nommé Terence, 29 ans, enchaînant des horaires coupés entre 2 emplois, dont les 2 filles dormaient sur un matelas dans un coin. Mais qui avaient un toit au-dessus de leurs têtes et qui, lentement et sincèrement, se battaient pour atteindre quelque chose de meilleur. Un couple âgé d'Haïtiens, Edmond et Céleste, tous 2 septuagénaires qui parlaient peu l'anglais, et dont le fils à Miami essayait d'organiser leur transport. Mais avait besoin de 6 semaines de plus. Joseph connaissait tous leurs noms. Il connaissait toute leur situation. Parce que Joseph ne défendait pas les gens à distance. Il vivait parmi eux, mangeait avec eux, arpentait les mêmes rues, s'asseyait à leur côté quand tout s'effondrait. C'était la vie qu'il avait choisie, délibérément et sans s'en excuser, après que des années de deuil eurent consumé tout ce qui n'était pas essentiel, le laissant savoir. Avec une clarté que le confort avait auparavant masquée, ce qui comptait vraiment. Il avait autrefois porté des costumes, il y a 22 ans. Il dirigeait une petite organisation de développement communautaire, possédait une maison sur Clement Avenue, avait une femme nommée Ruth, qui enseignait en classe de centimètre 1 et riait de ses propres blagues avant la chute, et un fils nommé David, qui avait 16 ans lorsqu'un conducteur ivre le renversa à 3 pâtés de maison de l'école, un mardi après-midi. David se véhicote. La convalescence engloutit tout. Les opérations, la rééducation, les années de complications médicales, la guerre avec les assurances conçues pour épuiser les gens au moment où ils sont le plus épuisés. Cela emporta les économies, la maison, l'organisation, et finalement Ruth, dont le Ségur lâcha il y a 8 ans, ayant porté plus qu'une seule personne n'est faite pour porter. Insuffisance cardiaque, disait le certificat de décès. Le chagrin multiplié par les années. Joseph le savait. Il n'était pas revenu à sa vie d'avant, non par défaite, mais par révélation. Assis dans le sous-sol d'une église de la May Street, le 3e hiver après la perte de la maison, mangeant de la soupe distribuée sur une chaise pliante. Entouré de gens qui avaient eux aussi tout perdu, il rencontra quelque chose qu'il avait passé 20 ans à essayer professionnellement de bâtir. Sans jamais l'avoir réellement ressenti une seule fois, une vraie communauté.
Cette chaleur particulière qui existe entre des gens qui n'ont rien à prouver les uns aux autres. Il ne quitta plus jamais cette proximité. Il devint le tissu conjonctif, celui qui savait où trouver les repas, quel refuge avait de la place. Borde. Il devint, au fil d'années d'une présence sans hâte et sans éclat, la personne que l'Amy Street appelait quand elle avait besoin de quelqu'un pour se battre. Voilà pourquoi, un jeudi matin, à 11 jours de l'échéance et toutes les portes officielles fermées. Porte 14 familles se tournèrent vers lui et lui demandèrent ce qu'il restait à tenter. Il leur dit qu'il irait en personne. Il leur dit qu'il regarderait Marcus Aldroit dans les yeux et lui demanderait, d'être humain à être humain, de leur accorder 60 jours. Et il leur dit autre chose, quelque chose qu'il n'avait confié à personne, hormis lors d'une conversation téléphonique discrète la veille au soir avec un vieil ami. Il dit « J'ai une autre option, mais je veux d'abord essayer la bonne manière. Je veux donner à cet homme la chance d'être décent avant de lui forcer la main. Parce que si je lui force la main, il obéira, mais rien ne changera en lui. Et quelque chose doit changer en lui. Et c'est à ta façon. S'il refuse de t'entendre, en sortir appelle avec moi et passe entre le moi. » L'ascenseur s'ouvrit au 34e étage. Réceptionniste s'enleva les tuyeux, leva va de nouveau. En sortir appelle avec moi et passe entre le mois 65 et 75 ans, même si les années s'étaient inscrites d'une main lourde. Sa veste était brune et largement déchirée à la manche. Sa chemise bâillait au col, usée jusqu'à une douceur qui ne vient que d'une longue vie et de peu d'alternatives. Son pantalon était déchiré aux genoux, une besace de toile usée pendait à une épaule. Dans sa main droite, propre et délibérée face à tout le reste de son apparence, un smartphone moderne. Il donna son nom. La réceptionniste passa l'appel. Derrière les portes de la salle de conférence montèrent des rires, puis faites-le monter. Je veux voir ça. Marcus Hall, entre 45 et 55 ans, les tempes argentées et sûres de lui, dans son costume bleu clair impeccable et sa cravate sombre. Se renversa, dans son fauteuil de direction avec l'aisance d'un homme qui ne s'est jamais demandé s'il avait sa place dans une pièce. Derrière lui, la ville s'étalait sur une baie vitrée du sol au plafond, comme un tableau qu'il aurait commandé. 3 collègues étaient assis à l'autre bout de la table, 2 hommes d'une trentaine d'années, costumes sombres, sourires prêts, et une femme entre 30 et 40 ans. Aux boucles d'oreilles de perles, et à l'expression calibrée pour s'accorder à ce que faisait le visage de Marcus. Joseph lui raconta tout. Non avec émotion, mais avec clarté. L'immeuble, les 11 jours, les 14 familles, leurs noms, leur situation. La sobriété de Gloria, et l'échéance de son logement social. Les 2 filles de Terence et ses 2 emplois. Edmond et Céleste, et le fils à Miami qui avait besoin de 6 semaines de plus. Il lui parla de la lettre restée sans réponse, des 4 appels téléphoniques, de la séance du conseil municipal, du bureau d'aide juridique. Il lui dit qu'il n'était pas venu pour menacer, pour poursuivre en justice, ni pour faire du bruit. Il était venu demander, d'homme à homme en personne, face à face 60 jours. Marcus le regarda un instant, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la considération. Puis cela passa. Monsieur le mot était déjà enrobé de rejet. Les permis sont déposés. Le calendrier est fixé. Ce que vous décrivez, ces gens ils ne sont pas légalement locataires. Il n'y a rien que je puisse faire. Il marqua une pause. Ses collègues rajustèrent leur sourire. La pièce se resserra autour de sa propre méchanceté. Joseph glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. Air cela l'esprit, ne vous dérangera pas, que je dit-il vous doit calmement, vous si puissiez-je faire non passe plus un appel. Le rire qui sortit de Marcus Hall était de ceux qui emplissent une pièce tout entière, renversée en arrière, les épaules secouées. Le rire d'un homme qui a trouvé la chute exacte qu'il attendait. Il désigna la fenêtre, la ligne d'horizon, l'immense ville indifférente au-delà de la vitre. Appelez qui vous voulez. Joseph appuya sur appeler. La ligne se connecta à la 2e sonnerie. Jo, je t'attendais. Dis-moi comment ça s'est passé. Le rire s'arrêta. Lentement. À la façon dont une coupure de courant éteint une pièce.
Instantané total, tout soudain différent. Parce que cette voix, Marcus connaissait cette voix, des chambres du Sénat, des allocutions télévisées. Et d'un dîner privé 3 ans plus tôt pour lequel il avait payé 12 000 $ afin de se trouver à sa proximité. Le pays tout entier connaissait cette voix. Elle appartenait à un homme qui avait grandi à 3 pâtés de maison de la May Street, qui avait prononcé l'éloge funèbre aux obsèques de la femme de Joseph. Et pleuré sans gêne devant tout le monde, parce que Ruth Franklin lui avait offert de la soupe et avait cru en lui avant qu'il n'ait donné à quiconque de raison d'y croire. Joseph dit dans le téléphone, à peu près comme on s'y attendait. « J'aimerais que tu parles à M. Al si tu le veux bien. » Un silence puis passe-le-moi. Joseph tendit le téléphone à travers la table. Son bras ne tremblait pas. Son visage n'avait pas changé une seule fois. Ni quand Marcus avait ri. Ni maintenant. Marcus le prit. Personne ne parla pendant 4 minutes. Les 2 hommes fixaient la vitre. La femme regardait ses mains. Marcus devint parfaitement immobile, puis hocha la tête, puis pressa sa main libre sur sa bouche. Le geste involontaire d'un homme recevant quelque chose auquel il n'avait aucune réponse préparée. Quand il reposa le téléphone, son visage avait vraiment changé, non pas brisé, mais ouvert. Il regarda Joseph. « Vous avez frappé à toutes les portes d'abord, dit-il. » Sa voix avait perdu tout ce qui la constituait. La lettre, les appels, le conseil, le bureau juridique. Il s'arrêta. « Vous avez essayé toutes les voies convenables avant de venir ici. » « Oui. »« Je voulais vous en donner la chance parce que c'était juste, » dit Joseph d'une voix douce, « pas parce que j'y étais obligé. » Marcus resta longtemps silencieux. Quand il parla, sa voix avait perdu son architecture. Chaque couche que le pouvoir et le confort bâtissent par-dessus une personne avait disparu. Je vous ai regardé et je n'ai rien vu. Une chute de blague. Je fais ça depuis toute ma carrière et j'ai vraiment cessé de remarquer que je le faisais. Il marqua une pause. Je suis désolé. Bah par formalité. Je suis désolé. Il importe que vous le sachiez. Joseph dit, accrochez-vous à ça. Ne laissez pas le confort vous le faire oublier. Marcus se redressa. 60 jours. Une vraie aide, des fonds, des contacts, du relogement. Pas seulement du temps. Une pause qui lui coûta quelque chose. Mais j'ai besoin que vous me disiez à quoi cela doit ressembler, parce que vous connaissez ces gens et moi pas. Pour la première fois, depuis qu'il était entré dans la pièce, quelque chose s'adoucit autour des yeux de Joseph. Je sais à quoi cela ressemble, dit-il. Je vous montrerai. Il retraversa le hall, franchit les portes vitrées, sortit sur le trottoir, où la ville s'agitait autour de lui exactement comme elle l'avait toujours fait, sans cérémonie. Sans ralentir. Sa veste toujours déchirée, sa besace toujours élimée. Il resta un instant immobile et pensa à Gloria, à Terence, à Edmund et à Céleste, qui attendaient dans un immeuble qui serait toujours debout ce soir. Aujourd'hui, 60 jours avaient été gagnés. 14 personnes disposaient de plus de temps, et un homme au 34e étage avait senti quelque chose se fissurer en lui qui pourrait, si on l'entretenait avec soin, devenir quelque chose de meilleur. Joseph Franklin rangea son téléphone dans sa poche et repartit vers la May Street. Des gens l'attendaient.